Le président iranien Ibrahim Raisi a toujours été surveillé par ses gardes du corps 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais était-il formé pour surveiller les chutes d'hélicoptères? On peut supposer qu'ils étaient plus concentrés sur d'autres choses, comme lorsque l'un de ces gardes du corps a empêché un caméraman de filmer. Ces gardes du corps ne sont pas des gens comme les autres. Ils sont triés sur le volet parmi l'élite des gardiens de la Révolution. Ils ont été triés sur le volet parmi l'élite des gardiens de la Révolution. Vous savez, ceux-là même qui sont accusés de tous les maux, des enlèvements aux attentats à la bombe. Ils ont un curriculum vitae impressionnant, sanctionné par des pays à gauche et à droite. Qu'en est-il des gardes du président Raisi et de l'ensemble du corps révolutionnaire? Découvrez les détails dans cette vidéo. Le corps des gardiens de la Révolution islamique. Le corps des gardiens de la Révolution islamique, CGRI, est chargé de protéger le président iranien et son histoire est très intéressante. Le corps des gardiens de la Révolution islamique a été créé en mai 1979 par Ruhollah Khomeini, le premier dirigeant suprême de l'Iran. Il a été créé pour protéger le nouveau gouvernement islamique et faire contrepoids à l'armée régulière, qui était initialement considérée comme fidèle au Shah. Aujourd'hui, il s'agit de la force militaire et de sécurité la plus puissante d'Iran, qui assure la survie du régime. Elle domine également l'économie iranienne, contrôlant de nombreux secteurs. Le CGRI est une branche importante de l'armée iranienne, distincte des forces armées régulières. Il se compose de 5 branches principales: les forces terrestres, l'armée de l'air, la marine, la milice Basij et la force Qud. Les forces terrestres sont réparties dans les 31 provinces, y compris la capitale, Téhéran, et comptent plus de 150 000 soldats. Les Basijis, un groupe paramilitaire qui a été intégré au corps des gardiens de la Révolution islamique en 2007, peuvent faire appel à quelques 600 000 volontaires. Le CGRI possède sa propre marine, qui compte environ 20 000 marins. L'armée de l'air du CGRI compte 15 000 membres et supervise le programme de missiles balistiques de l'Iran. En outre, il dispose d'un commandement cybernétique qui collabore avec des entreprises affiliées pour l'espionnage militaire et commercial, ainsi que pour la diffusion de la propagande. Le CGRI dispose de sa propre agence de renseignement, appelée IRGC-IO, qui travaille séparément du ministère iranien du renseignement, le MOI. Le président iranien contrôle le MOI, tandis que l'IRGC-IO rend compte directement au guide suprême. En outre, le CGRI gère une université à Téhéran, connue sous le nom d'Université du commandement et de l'état-major du CGRI, qui lui sert d'école d'état-major. L'influence politique du CGRI s'est accrue au fil du temps, en particulier sous la présidence de Mahmoud Ahmadinejad. Ce dernier, ancien membre du CGRI, a composé son cabinet d'anciens officiers du CGRI et a accordé à l'organisation des milliards de dollars de prêts et de contrats. Le CGRI est incroyablement controversé. Le 29 mai 2007, 5 Britanniques ont été enlevés dans un bâtiment du ministère à Bagdad. Il s'agit de Peter Moore, un expert en informatique, et de 4 agents de sécurité, Jason Creswell, Jason Swindlehurst, Alec McLachlan et Alan McMenemy. Un 6e homme, Peter Donkin, a été abandonné par les ravisseurs après s'être caché sous le plancher. Les ravisseurs étaient un groupe d'une centaine d'hommes qui sont entrés dans le bâtiment et se sont enfuis avec les otages à bord d'une flotte de Toyota Land Cruisers. Les otages ont été rapidement emmenés en Iran après avoir été enlevés et placés dans des prisons contrôlées par la force Al-Qud, un groupe qui travaille pour le gouvernement iranien et se concentre sur les opérations en dehors de l'Iran. Une enquête a montré que les gardiens de la révolution iraniens étaient chargés de planifier et de diriger l'opération. Cette information est confirmée par un ancien membre des gardiens de la Révolution, un ministre irakien proche de l'Iran et un ancien chef des services de renseignement irakiens. Les ravisseurs se sont assurés que les personnes qui s'occupaient des otages étaient des ressortissants irakiens et que les otages étaient entourés en permanence de voix irakiennes, de sorte qu'ils ne se doutaient pas qu'ils se trouvaient en Iran. 3 otages, Creswell, Swindlehurst et McLachlan, ont été tués parce que le gouvernement britannique n'a pas pris la rançon au sérieux. Leurs corps ont été échangés contre la libération de prisonniers irakiens. Un autre otage, Moore, a été libéré au bout de 2 ans dans le cadre d'un accord. En échange, un religieux chiite nommé Kaïs al-Khazali, qui dirigeait un groupe lié aux gardiens de la révolution iranien, a été remis. Le dernier otage, McMenemy, serait également décédé, bien que son corps n'ait pas été restitué. Le CGRI a été accusé d'enlever et de prendre en otage des Américains et des Occidentaux d'autres pays, notamment de Suède, de Belgique, de France, d'Allemagne, d'Autriche et d'Australie. Le 8 janvier 2020, un avion appelé Ukraine International Airlines Flight 752 a été abattu par l'IRGC, peu après son départ de l'aéroport international Imam Khomeini de Téhéran. 2 missiles ont touché l'avion, provoquant son écrasement et la mort des 176 personnes à bord. Le CGRI a déclaré que ces missiles avaient touché l'avion parce que quelqu'un avait cru qu'il s'agissait d'un missile américain. Cependant, la façon dont l'Iran a réagi a suscité des protestations.
La population iranienne était en colère après l'accident et voulait que le guide suprême soit démis de ses fonctions. L'enquête et le procès du gouvernement iranien ont été critiqués pour leur manque de clarté et le procès des accusés a été qualifié de simulacre par les familles des victimes. Le principal accusé, qui était responsable d'un système de défense antimissile, a écopé de 13 ans de prison, tandis que d'autres ont été condamnés à des peines allant de 1 à 3 ans. Par ailleurs, le CGRI a été accusé de planifier des attaques contre des synagogues en Allemagne. Des sources de sécurité allemandes pensent que le CGRI a commandité ces attaques dans l'État de Rhénanie du Nord-Westphalie. Les attaques comprenaient des tirs sur une synagogue à Essen, une tentative d'incendie d'une synagogue à Bochum et une tentative d'incendie d'une synagogue à Dortmund. On pense que le CGRI a engagé des criminels et des membres de gangs pour ces attaques. L'un d'entre eux, Ramin Yektaparast, qui dirigeait un Hells Angels germano-iranien, aurait fui en Iran pour éviter d'être jugé pour meurtre. Les enquêteurs pensent qu'il était chargé d'exécuter les attentats et ils soupçonnent le CGRI de les avoir commandités. Le corps des gardiens de la révolution islamique a également été accusé d'interférer dans l'élection présidentielle iranienne de 2021. Hossein Degan, figure éminente du corps des gardiens de la révolution islamique et proche du Hezbollah, a déclaré son intention de se présenter à l'élection présidentielle. L'implication de l'IRGC dans les élections s'est traduite par la participation de plusieurs candidats ayant des antécédents militaires. Il s'agit notamment de Saed Mohammad, conseiller du commandant du CGRI, et l'ancien ministre du pétrole, l'amiral Rostam Ghazemi. En outre, l'influence du CGRI est évidente au sein du Conseil des gardiens, dominé par les conservateurs, qui est chargé d'approuver les candidats. Le pouvoir croissant du CGRI en Iran a suscité l'inquiétude des analystes et des experts, qui s'inquiètent d'une possible militarisation accrue de la politique du pays. Plusieurs pays ont désigné le CGRI comme une organisation terroriste. Les États-Unis, en particulier, ont été les premiers à s'opposer à ces activités et l'ont désigné comme une organisation terroriste étrangère. Cette désignation permet aux États-Unis de cibler le CGRI par le biais de diverses sanctions et mesures restrictives. Le CGRI a été accusé de soutenir et d'aider diverses organisations désignées comme groupes terroristes par les États-Unis et d'autres pays. Il s'agit notamment du Hezbollah au Liban, du Hamas dans les territoires palestiniens et d'autres groupes militants dans la région. La force code du CGRI, son bras armé pour les opérations extérieures, est principalement chargée de cultiver et de soutenir ces groupes. Le CGRI a également été impliqué dans divers conflits et guerres par procuration au Moyen-Orient. Par exemple, pendant la guerre civile libanaise de 1982, le CGRI a envoyé des troupes pour former des combattants et aurait participé à la formation et à l'équipement des combattants du Hezbollah lors de la guerre du Liban de 2006. Le CGRI a également joué un rôle important dans les conflits en Syrie et en Irak, souvent par l'intermédiaire de milices supplétives et en coordination avec d'autres alliés régionaux. Depuis 2010, l'UE a imposé des sanctions générales au CGRI et à ses membres sans le désigner officiellement comme une organisation terroriste. Ces sanctions comprennent des interdictions de voyager et le gel des avoirs de certaines personnes et entités du CGRI. Des pays comme le Canada, l'Australie et le Royaume-Uni ont également imposé des sanctions au CGRI. Par exemple, le Canada a sanctionné des dirigeants et des entités du CGRI et le Royaume-Uni a imposé des sanctions à des hauts fonctionnaires et à des commandants du CGRI responsables de violations des droits de l'homme lors des manifestations en Iran. Les sanctions contre le CGRI visent à limiter sa capacité à opérer et à perturber ses sources de financement, en particulier celles liées à des activités illicites telles que le trafic de pétrole et le terrorisme. Toutefois, l'efficacité de ces sanctions a été débattue et le CGRI continue d'exercer une influence significative en Iran et dans la région. Voyons comment le CGRI se compare aux gardes du corps des gouvernements d'autres pays. Commençons par un autre pays controversé, Israël. Les gardes du corps qui protègent les personnalités importantes en Israël sont hautement qualifiés et entraînés. Nombre d'entre eux sont issus des unités d'élite des forces de défense israéliennes et des services secrets israéliens. Certains ont servi dans l'unité supérieure de l'ISS, connue sous le nom d'Unité nationale de protection des dignitaires. Ces gardes du corps ont une grande expérience de la sécurité de haut niveau et sont chargés de protéger des personnalités importantes, notamment des chefs de gouvernement, des célébrités et des dirigeants d'entreprises. Ils assurent la sécurité lors des transports, des visites, des événements publics, des réunions et des tournées mondiales, tant en Israël qu'à l'étranger. Les compétences des gardes du corps israéliens sont très recherchées au niveau international en raison de leur expertise dans la gestion des attaques terroristes, des menaces d'enlèvement et d'autres situations dangereuses. Ils sont réputés pour leur utilisation des technologies de pointe et leur capacité à assurer une protection discrète et efficace. Par exemple, un garde du corps israélien a été engagé pour protéger la pop star Taylor Swift pendant sa tournée Eras. Ce garde du corps, qui a choisi de rester anonyme, avait déjà servi dans les forces de défense israéliennes et était retourné en Israël pour combattre dans le conflit avec le Hamas.
Par ailleurs, la célébrité Kim Kardashian a engagé un garde du corps israélo-américain, Aaron Cohen, qui a servi dans l'unité d'élite d'Uvdevan de Tsahal. Cohen dirige également une société de sécurité qui a travaillé avec des célébrités telles que Katy Perry et Brad Pitt. À l'instar des controverses entourant les autorités iraniennes, l'équipe de sécurité du président turc, Recep Tayyip Erdogan, est souvent impliquée dans des situations controversées. Elle a été sous les feux de la rampe pour divers incidents, notamment lors de la visite d'Erdogan à Washington, D.C., aux États-Unis. Le régiment de la garde présidentielle turque, également connu sous le nom de Cumhurbaşkan Ligi Muhafiz Alayı en turc, a été créé en juillet 1920 sous l'égide du président Atatürk. À l'origine, leur mission consistait à assurer la sécurité d'Ankara. Au fil du temps, ils ont changé de taille, s'agrandissant pendant la Seconde Guerre mondiale, puis se réduisant à un groupe plus petit en 1948. En 2015, le président Erdogan a déployé de petits détachements de la garde, vêtus de divers costumes ottomans historiques, lors de manifestations publiques. Mais après une tentative de coup d'État en 2016, près de 300 d'entre eux ont été arrêtés, et le gouvernement a déclaré qu'il se débarrassait de l'ensemble du groupe. Il s'est ravisé par la suite et a confié les fonctions cérémonielles à un groupe de police spéciale. Lors de la visite du président Erdogan à Washington en mai 2017, ces gardes du corps ont été impliqués dans un affrontement violent avec des manifestants devant la résidence de l'ambassadeur turc. L'incident a fait plusieurs blessés, certaines sources faisant état de 9 personnes et d'autres de 11. Le chef de la police de Washington, Peter Newsham, l'a décrit comme une attaque brutale contre des manifestants pacifiques. Un grand jury a inculpé 15 agents de sécurité turcs pour avoir attaqué des manifestants kurdes lors de la visite d'Erdogan. 12 agents ont été inculpés en juin et 3 autres en juillet. En outre, 4 autres personnes, dont 2 hommes d'affaires turco-américains, ont également été inculpés. Cependant, à l'exception des 2 hommes d'affaires, tous étaient hors des États-Unis et se trouvaient en Turquie. Malgré les inculpations, les procureurs fédéraux américains ont abandonné toutes les poursuites pénales contre 7 des gardes du corps d'Erdogan en février 2018, juste un jour avant que le secrétaire d'État Rex Tillerson ne rencontre Erdogan. La porte-parole du département d'État, Heather Nauer, a déclaré qu'il s'agissait d'une coïncidence et que la décision émanait du ministère de la Justice. L'incident a suscité l'indignation des législateurs et des fonctionnaires américains, ce qui a tendu les relations entre les États-Unis et la Turquie. Le département d'État américain a publié une déclaration condamnant les violences. Le maire de Washington, Muriel Bowser, a également qualifié l'attaque d'affront aux valeurs de Washington et à nos droits en tant qu'Américains. Erdogan a dénoncé le système judiciaire américain, qualifiant de scandale l'inculpation de ses gardes du corps. Il a également estimé que ces inculpations constituaient une insulte aux relations tendues entre la Turquie et les États-Unis. Le président Donald Trump s'est entretenu avec M. Erdogan au sujet de l'incident et a exprimé ses regrets. Toutefois, un responsable de la Maison-Blanche a nié que M. Trump ait présenté des excuses. Le département d'État a maintenu que les États-Unis avaient fait part de leurs préoccupations à la Turquie et qu'ils soutenaient les droits à la liberté d'expression et à la protestation pacifique. La Russie est un autre pays dont la sécurité a toujours été évoquée. Les gardes du corps du président russe appartiennent au Service fédéral de protection, une agence gouvernementale qui protège le président, le Premier ministre, leur famille et leur domicile. Viktor Zolotov, ancien garde du corps du président Poutine, dirige le FSO. Il dirige également la garde nationale, souvent appelée la garde prétorienne de Poutine. Le FSO a débuté en 1993 sous Boris Eltsine et était à l'origine dirigé par Alexandre Kerjakov, un ancien général du KGB. Il compte environ 2500 employés et comprend un département chargé d'analyser les menaces pesant sur la sécurité du président. Les gardes du corps du président sont connus sous le nom de mousquetaires et sont triés sur le volet pour leurs qualités telles que la psychologie opérationnelle, l'endurance physique et la capacité à résister au froid et à ne pas transpirer par temps chaud. On les voit souvent entourer le président en public et ils sont équipés de mallettes spéciales qui servent de boucliers et contiennent des pistolets SR-1 Vector de 9 mm de fabrication russe chargés de balles perforantes. Le FSO prend des mesures importantes pour assurer la sécurité du président lors de ses déplacements. Il envoie des équipes en amont pour vérifier l'endroit où il se rend, s'assurer qu'il est sûr et guetter les dangers tels que les bombes ou le mauvais temps. Ils utilisent également des dispositifs pour empêcher les bombes d'être déclenchées à distance et gardent un œil sur les téléphones et autres appareils électroniques dans la région. Lorsque le président se déplace, ces voitures sont équipées de fourgonnettes super résistantes avec des soldats prêts à tout, armés de fusils, de lance-grenades et de missiles pour le protéger. Outre la protection rapprochée, le FSO est également chargé d'assurer les communications sécurisées du président. Selon les rumeurs, ils emploient parfois une doublure pour le président.
D'anciens gardes du corps du président ont occupé des postes importants au sein du gouvernement et de l'armée, notamment en tant que gouverneur, ministre et haut commandant des services spéciaux. Outre la Turquie, Israël et la Russie, le système de sécurité présidentielle de l'Inde a toujours fasciné les gens. La garde du corps du président est un régiment de cavalerie très important de l'armée indienne. Il s'agit du régiment le plus haut gradé, dont la principale mission est de garder le président de l'Inde et de l'accompagner dans ses déplacements. Il est stationné à Rashtrapati Bhavan, à New Delhi. Le PBG a une très longue histoire, qui remonte à 1773, lorsque le gouverneur général Warren Hastings l'a créée. Au départ, elle comptait 50 soldats de la cavalerie moghole et 50 autres du Maharaja Chet Singh de Bénarès, soit 100 soldats. Au fil du temps, elle a porté différents noms, tels que Governor's Troop of Moguls et Viceroy's Bodyguard. Mais elle est devenue la President's Bodyguard en 1950, lorsque l'Inde est devenue une république. Le PBG utilise des chevaux pour les cérémonies et des véhicules BTR-80 pour les combats. Ils sont également entraînés comme parachutistes et sont prêts pour des attaques aériennes. Ils ont participé à toutes les grandes guerres de l'Inde et ont aidé à maintenir la paix dans des pays comme le Sri Lanka, la Somalie, l'Angola et la Sierra Leone. Le régiment a des règles en matière de taille, la taille maximale étant de 1,83 m. Ils recrutent généralement au sein de groupes spécifiques tels que les Rajputs hindous, les Jats hindous et les Sikhs Jats, parce qu'ils répondent aux exigences physiques requises pour les fonctions cérémonielles. Le régiment compte environ 150 soldats, y compris des officiers et du personnel administratif provenant de toute l'Inde. Le PBG est réputé pour ses missions cérémonielles, comme la garde de Rashtrapati Bhavan et l'escorte du président lors d'événements officiels. Revenons au défunt président iranien, au CGRI et au guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. En fait, certains pensaient que le fils du guide suprême pouvait être impliqué dans la mort du président. Les controverses et les conspirations autour de la mort du président Raisi. Cela fait des années que l'on spécule sur une éventuelle lutte de pouvoir et de succession en Iran, d'autant plus que l'actuel guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, est âgé de 85 ans et qu'il est confronté à des problèmes de santé. Bien que rien n'indique que son état de santé se détériore rapidement, la question de savoir qui lui succédera est importante. Son fils, Mojtaba Khamenei, est souvent cité comme un candidat possible. Mojtaba Khamenei est le deuxième fils d'Ali Khamenei et est né en 1969 à Mashhad, en Iran. Il est religieux chiite et a participé à la guerre Iran-Irak de 1987 à 1988. On pense qu'il a de l'influence sur son père et on parle souvent de lui comme d'un successeur potentiel. Cependant, plusieurs facteurs pourraient entraver ses chances. Tout d'abord, il n'a jamais exercé de fonction publique et a surtout travaillé dans les coulisses, au sein des services secrets. Il ne dispose pas non plus d'une base politique solide et n'a aucune expérience en matière d'exécutif ou de gouvernance. En outre, sa désignation comme successeur pourrait déclencher une lutte de pouvoir acharnée et risquerait de porter atteinte à la légitimité de la fonction de guide suprême, car elle suggérerait un retour au régime héréditaire, ce qui va à l'encontre des principes de la Révolution de 1979. Malgré ces inconvénients potentiels, le Mojtaba dispose de plusieurs outils et avantages qui pourraient favoriser sa candidature. Il aurait des liens étroits avec le secteur de la sécurité et de l'armée, en particulier avec le corps des gardiens de la Révolution islamique. Il contrôlerait également d'importants actifs financiers et aurait consolidé son influence au sein du régime. En outre, il s'efforce d'obtenir les titres religieux nécessaires pour devenir le guide suprême. Le processus de sélection du prochain guide suprême est complexe et implique l'Assemblée des experts, un organe de 88 membres du clergé chiite élu par le peuple iranien. L'Assemblée est chargée d'élire un nouveau guide suprême en cas de décès ou d'incapacité permanente du titulaire. La composition de l'Assemblée est fortement influencée par le Conseil des gardiens, une institution nommée par le guide suprême qui examine les candidats aux élections de l'Assemblée. Ces dernières années, l'Assemblée a été dominée par des partisans de la ligne dure et alignée idéologiquement sur le guide suprême. D'autres successeurs potentiels d'Ali Khamenei ont été marginalisés, discrédités ou sont décédés. C'est le cas d'Ebrahim Raisi, l'ancien président de l'Iran, qui était sans doute le principal candidat avant sa mort. C'est précisément la raison pour laquelle le Mojtaba Khamenei est lié à la mort du président. En fait, certains ont dit qu'il pourrait avoir utilisé le corps des gardiens de la révolution islamique pour le faire. L'hélicoptère du président iranien Ebrahim Raisi s'est écrasé dans une zone montagneuse du nord-ouest de l'Iran le 19 mai 2024. L'accident s'est produit dans l'après-midi alors que le président revenait d'une réunion avec le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev. L'hélicoptère de M. Raisi, l'un des 3 hélicoptères d'un groupe, a eu du mal à atterrir en raison du mauvais temps et d'un épais brouillard. Les 2 autres hélicoptères sont arrivés sans encombre à Tabriz, mais celui de M. Raisi a eu ce qu'on a d'abord appelé un atterrissage brutal.
Une vaste opération de recherche et de sauvetage impliquant l'armée, le corps des gardiens de la révolution islamique, la police et les équipes du Croissant Rouge a été lancée après le crash. Lundi matin, les équipes de secours ont retrouvé l'hélicoptère accidenté et confirmé la mort du président Raisi, du ministre des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian et de plusieurs autres personnes. Kyle Bailey, expert en aviation, pense que l'accident s'est produit parce que le pilote ou l'équipage n'a pas pu contrôler l'avion correctement. Comme ils ne communiquaient pas, ils se sont concentrés sur le maintien de l'avion dans les airs. Avec la mort de Raisi, l'attention s'est tournée vers le Mojtaba Khamenei comme successeur possible. Cependant, d'autres candidats sont en lice, notamment Ali Reza Arafi, un ecclésiastique de haut rang, et Gholam Hossein Mohseni Ejei, l'actuel chef du pouvoir judiciaire. Il est difficile de prédire l'issue de la bataille de succession, et il reste à voir si le Mojtaba Khamenei jouera un rôle important dans la détermination des futurs dirigeants de l'Iran. Examinons d'autres conspirations autour de la mort du président. L'une d'entre elles concerne l'utilisation de technologies avancées telles que les lasers spatiaux ou les armes à énergie dirigée. Ces théories, qui circulent principalement sur les médias sociaux, suggèrent qu'une frappe laser depuis l'espace ou une arme à énergie dirigée serait à l'origine de l'écrasement de l'hélicoptère. Les armes à énergie dirigée sont une vaste catégorie d'armes qui utilisent différents types de lumière comme source d'énergie. Les lasers sont un type d'arme à énergie dirigée. Lorsqu'ils sont dirigés vers les yeux des personnes, les lasers peuvent les blesser ou les aveugler. Les armes laser capables de briser ou de détruire des objets sont encore à l'essai. L'un des principaux problèmes liés à leur utilisation est qu'elles ne fonctionnent pas aussi bien dans certaines conditions météorologiques, comme le brouillard ou la pluie, parce que l'air les gêne. Rien ne permet d'affirmer qu'un laser spatial ou une arme à énergie dirigée a causé la mort de Raisi. L'accident s'est produit dans une région montagneuse où règne un épais brouillard, ce qui pourrait l'expliquer sans qu'il soit nécessaire d'incriminer une interférence extérieure. Par ailleurs, les avions iraniens vieillissent et il est difficile de les maintenir en bon état de fonctionnement en raison des sanctions américaines sur les pièces d'avion. Des rumeurs circulent également sur la possible implication d'Israël et des États-Unis. L'ancien ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a attribué la responsabilité de l'accident aux sanctions américaines sur les pièces d'aviation, arguant que ces sanctions privaient l'Iran des pièces nécessaires et des contrôles de sécurité pour sa flotte d'avions vieillissante. Les États-Unis sont considérés comme un allié idéologique et militaire d'Israël, et certains ont spéculé sur leur implication commune dans l'accident. Selon une théorie largement répandue, l'agence de renseignement israélienne Mossad serait à l'origine de l'accident. Le Mossad a la réputation d'exécuter des opérations à l'intérieur de l'Iran, et Israël a l'habitude de cibler le personnel militaire et nucléaire iranien. Les responsables israéliens ont nié toute implication dans le crash, reconnaissant que l'assassinat d'un président en exercice constituerait un acte de guerre, susceptible de provoquer une réponse sévère de l'Iran. Les responsables israéliens ont anticipé l'émergence de théories de conspiration sur leur implication, compte tenu des relations tendues entre les deux nations. Des experts et des rapports, dont un publié dans The Economist, ont exprimé des doutes quant à l'implication d'Israël, notant que l'objectif stratégique d'Israël a traditionnellement été de viser des cibles militaires et nucléaires plutôt que des personnalités politiques de premier plan. Avant 1979, l'Iran et Israël étaient en meilleurs termes. L'Iran était en fait le deuxième pays à majorité musulmane à reconnaître Israël après sa création en 1948. Mais même si l'Iran soutenait l'idée qu'Israël est son propre État, il n'était pas entièrement d'accord avec le plan des Nations Unies visant à diviser la terre entre les Israéliens et les Palestiniens. L'Iran pensait que ce plan entraînerait davantage de violence dans la région et a voté contre. Dans les années 1950, l'Iran et Israël entretenaient des liens étroits sous la dynastie Pahlavi. Israël voit en l'Iran un allié naturel contre les puissances arabes environnantes. Cette période a également été marquée par une coopération militaire et sécuritaire étendue, Israël fournissant des instructeurs et des équipements militaires à l'Iran. L'Iran, quant à lui, était un important fournisseur de pétrole pour Israël et les deux pays ont mis en place un oléoduc à cet effet. La révolution islamique de 1979 a radicalement changé les relations, l'Iran rompant tous ses liens diplomatiques et commerciaux avec Israël. La nouvelle République islamique considérait Israël comme un occupant des terres palestiniennes, le qualifiant de petit Satan face au grand Satan, les États-Unis. Ce changement de perspective était motivé par la vision du monde de l'ayatollah Ruhollah Khomeini, qui défendait l'islam et s'opposait aux puissances mondiales arrogantes. Malgré cette animosité, Israël a secrètement vendu des armes à l'Iran après l'invasion de l'Irak en 1980, et les ventes se sont poursuivies jusqu'au milieu des années 1980. Cela s'explique en partie par l'intérêt d'Israël à maintenir l'équilibre des forces dans la région et par son désir de voir l'Irak, son principal adversaire, affaibli.
Après la chute de l'Union soviétique et la fin de la guerre du Golfe, l'Iran et Israël sont devenus plus puissants au Moyen-Orient, mais ils ne s'entendent pas bien. Le dirigeant iranien, Mahmoud Ahmadinejad, a tenu des propos très méchants à l'égard d'Israël, notamment en niant l'Holocauste et en disant qu'Israël devrait disparaître. Depuis les années 1980, l'Iran et Israël se sont engagés dans un conflit par procuration, soutenant des factions opposées dans les conflits en Syrie, au Yémen et ailleurs. L'Iran soutient le Hezbollah, le Hamas et d'autres milices chiites libanaises, tandis qu'Israël soutient des rebelles iraniens tels que les Moudjahidines du peuple iranien. Israël a envisagé d'attaquer le programme nucléaire iranien par ses propres moyens, car il pense que l'Iran pourrait détruire Israël s'il disposait d'armes nucléaires. Israël a eu davantage peur lorsque l'Iran a parlé de manière agressive et pourrait potentiellement faire des choses dangereuses s'il disposait d'armes nucléaires. Les tensions entre les deux pays persistent, Israël menant des frappes aériennes contre des alliés iraniens en Syrie et assassinant prétendument des scientifiques nucléaires iraniens. L'Iran, quant à lui, a été accusé de cibler les intérêts israéliens, notamment par le biais de frappes de drones et de cyberattaques. En ce qui concerne la mort du président Raisi, il est évident que d'autres théories feront surface dans les semaines à venir. Nous espérons seulement que l'une d'entre elles sera étayée par des preuves sérieuses. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur la carte qui s'affiche en ce moment sur votre écran pour accéder à d'autres vidéos.